J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Bon, bien, merci d'être là ce soir parmi nous pour discuter de l'avenir de notre commune. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est que vous aimez Saint-Leu, puisque vous êtes là pour vous renseigner sur le devenir de notre ville, de votre ville. Et là, moi, devant vous, je suis un ex-maire, bien sûr, mais je suis surtout un habitant de Saint-Leu depuis toujours. Donc, j'ai fréquenté les écoles comme un certain nombre d'entre vous. Je reconnais quelques têtes, voilà. Mais moi, j'ai fréquenté les écoles de la ville. J'ai toujours habité la commune. J'ai fréquenté les installations sportives de la commune, culturelles. Et si je suis devant vous, c'est parce que cette ville que j'aime tant, je m'y suis intéressé très tôt. J'étais la première fois sur une liste électorale en 1995. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé lorsque j'ai été élu en 2001, dans l'opposition pendant 7 ans. C'est de se dire que cette ville, elle avait des atouts extraordinaires, mais que les choses pourraient aller mieux. Donc c'est toujours un regard tourné vers ce qui peut aller mieux, de garder ce que l'on doit conserver, et évidemment de se poser la question de l'avenir de la commune. Posons-nous la question de l'avenir de la commune dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Moi, je vous dis, je connais la ville depuis toujours. J'ai constitué une liste avec des anciens, quelques très anciens qu'on va mettre sur la liste, qui sont des gens d'expérience. Et puis surtout une liste où vous avez des personnes qui habitent sur tous les quartiers de la ville. Car la ville, c'est pas une grande ville, Saint-Leu-la-Forêt, un peu plus de 16 000 habitants, mais que vous habitiez les Coteaux, au Diablo, au centre-ville, au Cancel, du côté de Préacville, vous vivez pas la même ville en fait. Moi, ça me paraît surprenant quand on est quelqu'un qui s'intéresse à la commune dans sa globalité et quelqu'un qui la parcourt à pied, souvent en courant, dans les centres et les rues. Je me suis aperçu au fil des discussions, au fil de ces années, que lorsque on connaît toutes les rues de Saint-Leu, c'est pas le cas de l'immense majorité des habitants de la ville, parce qu'ils fréquentent le lieu où ils habitent, ils fréquentent le lieu où les enfants vont à l'école, vont au gymnase, vont au stade. Et donc, c'est important d'avoir fait une liste qui représente la ville. Et ça, je me suis attaché à avoir des représentants dans tous les quartiers de la ville pour être vos représentants des citoyens dans les quartiers où vous vivez. Cette ville, on l'aime et ceux qui veulent la servir comme moi m'ont rejoint avec cet esprit de service. Être élu, c'est pas pour gouverner la ville comme certains l'annoncent, c'est pour l'administrer, c'est pour rendre service aux habitants. Cet esprit de service est fondamental et c'est quelque chose qui en fait me tient à cœur et qui m'a toujours animé. Il y a un côté sacerdotal dans la mission d'élu. Donc c'est J'aime Saint-Leu, c'est pas simplement un slogan marketing. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'une liste que j'ai constituée et de l'ADN de la fonction de maire lorsque j'ai été. Et cette fonction, c'est une fonction noble, c'est une fonction prenante qui concerne la vie du berceau jusqu'à la rue Michelet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la rue Michelet, c'est le lieu où se trouve notre cimetière. Et c'est vrai que la commune a ce qu'on appelle une clause de compétence générale, donc peut s'intéresser à tous les sujets. Donc lorsqu'on est maire, lorsqu'on est élu, on a des manettes, certes des petites manettes, mais on a des manettes pour influer sur le destin de notre commune. Et le destin de la commune, c'est la question de l'avenir. Comment vous voyez habiter cette ville dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et ça, c'est fondamental. Et au gré des rencontres, au gré des questionnaires, ce qui ressort, mais de manière absolument énorme, c'est que la ville a énormément changé. Alors évidemment, depuis les petites classes, je comprends bien qu'elle ait changé, mais elle a aussi beaucoup changé aussi depuis que je suis plus maire, depuis 2017. Et principale question qui nous sont revenues aux oreilles, c'est la question de la sécurité. Et ça, un point qui est vraiment fondamental. Après, on a eu des événements qui ne sont jamais arrivés sur la ville, mais là, dans les questionnaires que l'on a recueillis, dans les interrogations, et encore ce matin, je vous raconterai une anecdote de quelqu'un qui est venu me parler à l'égard. C'est quelque chose qu'on ne vivait pas comme ça, Saint-Leu. Saint-Leu, c'était une ville tranquille. Alors évidemment, quand on vient de certaines villes, de certains départements, on considère que Saint-Leu est encore tranquille. Mais vraiment, pour ceux qui ont vécu la ville et qui le connaissent, Saint-Leu, c'est une ville tranquille. Il y a quelques années, il y avait un garde champêtre, ça suffisait. Aujourd'hui, vraiment, en quelques années, ça a beaucoup changé. Et la sécurité, c'est avant tout un état d'esprit. Lorsque j'ai été élu, j'ai eu affaire à un certain nombre de dossiers en matière de sécurité. Et il faut savoir que lorsqu'on est maire adjoint, on est officier de police judiciaire. Donc on a un certain nombre de pouvoirs pour assurer et assumer la sécurité. On est le responsable de la police administrative donc sur le territoire. Et lorsque j'ai été élu, moi j'ai eu à traiter une fois en rentrant de Paris pendant 4 heures l'installation sauvage
de gens du voyage, 4 heures, avec mettre un téléphone, me filmer, me traiter de tous les noms. Et en fait, au bout de 4 heures, ils sont partis. Et ça, c'est d'abord un état d'esprit. Et tous ceux qui seront avec moi assureront cette question prioritaire de la sécurité. Et là, il y a des choses qui se sont passées à Saint-Leu ces derniers temps, qui sont graves, qu'on n'avait jamais vues. C'est l'agression d'une maîtresse. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais au mois de juin, dans une école, Marie Curie, il y a une maîtresse qui s'est fait agresser, quelqu'un qui a enjambé la barrière et qui a agressé et blessé sérieusement la personne. Et la ville n'a pas porté plainte. Purement une ignominie. Ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé dans notre commune. Dans également les phénomènes qu'on a vus, des rixes au couteau juste avant Noël. Des choses qui sont absolument inouïes également. On a maintenant une société privée qui assure la sécurité. Ça, c'est pareil, en termes de conception de la sécurité sur notre commune, c'est quelque chose de grave. Pour moi, là, évidemment, la sécurité, c'est d'abord du domaine du régalien et du domaine du public. Donc, avant de dépenser de l'argent dans le renforcement, c'est d'abord avant tout un état d'esprit. En 2023, lorsqu'il y a eu les émeutes, eh bien, il se trouve que j'étais au centre de surveillance urbain de Franconville, et ça commençait par Saint-Leu-la-Forêt. Il y avait à peine une vingtaine de voyous qui sont arrivés par la rue des Diablos et qui ont tenté d'incendier la chapelle. Ils ont incendié un véhicule, et là, les élus, pas vus. Pourtant, ils étaient prévenus, les caméras, et moi j'ai envoyé les photos. Voilà. Par contre, le lendemain, on en a vu certains qui se prenaient en photo. C'était terminé. Voilà. Donc c'est avant tout un état d'esprit, et je peux vous assurer que là-dessus, c'est quelque chose qui est fondamental, parce qu'il n'y a pas de vie tranquille dans une ville où on a peur de sortir le soir. Et aujourd'hui, moi j'ai des personnes qui m'ont encore dit qu'ils ne sortaient plus le soir, qu'ils avaient peur. Je pense aux Diablos, on en parlera certainement. Dans la journée, les personnes ne sortent pas non plus parce qu'ils ont peur. C'est absolument intolérable. Est-ce que va continuer comme ça? Moi là-dessus, je peux vous assurer qu'on agira parce qu'on peut agir, on peut rétablir les choses. Et moi, je crois fondamentalement à la dissuasion. Lorsque vous avez des élus qui sont présents sur le terrain, et ben les voyous ou les trafiquants, ils vont ailleurs parce qu'ils savent qu'ils vont être dérangés. C'est pas plus bête que ça. Donc, première chose qu'on va mettre en place, qui existait à une époque, qui a disparu, c'est un CLSPD communal. C'est une instance, pas d'argent, qui prend du temps, entre les services de la police, les services de la justice, le maire, différentes instances. Et là-dessus, c'est une obligation pour la police de rendre compte, c'est une obligation pour la justice, pour le procureur ou le substitut, de rendre compte des faits qui se produisent sur le territoire et de les traiter. Puisque dans ce cadre de cette instance, on peut mener des actions pour, lorsqu'il y a des points de deal, lorsqu'il y a des vols récurrents, eh bien c'est une instance qu'il faudra créer, et on le créera rapidement sur la ville. Ça, c'est quelque chose d'important, puisque là, on pourra donner à la population des chiffres qui sont obtenus de première main, et surtout sur le suivi. On verra un petit peu après, puisque moi je crois vraiment qu'il faut que la population soit au courant, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, quelque part. Et on verra ça, c'est mon dernier point. Également, quelque chose qu'on se rend compte, c'est que la société évolue, pour moi, dans beaucoup de domaines pas dans le bon sens, et qu'on a des enseignants qui sont confrontés très tôt à des comportements, on va dire, déviants, des comportements où les enfants se mettent en danger. Et là où on peut détecter, on peut aider, on peut corriger, c'est évidemment auprès de l'éducation nationale, auprès des enseignants de notre commune. Ils sont confrontés à des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. C'est absolument sidérant lorsqu'on pense aux écoles que j'ai pu connaître, que vous avez pu connaître, vous. On respectait évidemment la maîtresse, le maître, on obéissait évidemment à ses parents, on ne traînait pas dehors à des heures indues. Et là où on peut détecter, où on peut aider, c'est auprès des enseignants. Et là-dessus, il y a un vrai travail pour aider les familles. Et donc, on créera le Conseil de droit et devoir des familles qui a existé, que j'avais lancé et que j'ai fait vivre à une époque avec les élus. Et là, c'est pour une aide à la parentalité. C'est pour détecter et aider les familles et leur rappeler leurs devoirs. C'est pour essayer d'encadrer les enfants. Donc, il y a des choses qui sont... là, ça ne coûte pas d'argent non plus, ça. Ça prend du temps. Ça permet de mobiliser tous les services pour aider des familles qui en ont besoin et de corriger lorsque les enfants sont en âge tendre, de corriger des comportements qui sont à risque. Ça, c'est quelque chose qui aussi ne coûte pas d'argent. Après, on rentre évidemment dans ce qui est, je dirais, une volonté, c'est de renforcer, c'est une nécessité compte tenu de la situation, c'est de renforcer la police municipale.
la police municipale, il y a une 6e personne qui a été recrutée tout récemment. Il y avait des moyens qui existaient qui ont disparu. C'est une des explications des problèmes que nous avons. Il y avait une brigade canine, disparue. Il y avait deux motos, une brigade motorisée, disparue. C'est des moyens qui étaient donnés à notre police municipale qui ont disparu. Ça, nous les remettrons. Parce qu'une brigade canine, c'est très efficace. On a la chance d'avoir en plus un club canin qui entraîne des chiens, du GIGN. Donc on en prendra quelques-uns en retraite et ça assurera bien la sécurité de nos policiers et des Saint-Loupiens. La brigade motorisée, pour les rodéos motos en forêt, sur nos routes et nos trottoirs, dans les Diablos, il y a peu de personnes des Diablos, mais ça s'est produit à plusieurs reprises, et bien évidemment. Et en plus, pour nos policiers, c'est pas le même contact avec les jeunes lorsqu'on est à moto. Et en forêt, ça rassure les personnes, et donc c'est quelque chose qu'on refera rapidement. On recrutera également. Il faut qu'on recrute rapidement 2 à 3 policiers municipaux, 2 à 3 ASVP. Pourquoi ? Ce qui est absolument anormal, c'est que lorsqu'il vous arrive quelque chose, que vous soyez volé, que votre voiture s'est fait désosser, que vous soyez agressé, vous avez parfois des difficultés à porter plainte. Donc là, on va mettre en place une brigade, ça existe dans quelques communes, pour aller chercher et pour aller remplir les plaintes chez vous. Donc vous pouvez remplir en ligne beaucoup de plaintes. Donc ça, c'est quelque chose, on aura 2 personnes qui iront chez vous remplir les plaintes. Ça a un grand avantage, c'est évidemment d'aider les personnes qui ont du mal avec l'outil informatique, et surtout, c'est un intérêt pour la ville de savoir toutes les plaintes qui ont été déposées, d'assurer le suivi des plaintes auprès de la police, et également d'assurer le suivi des plaintes au niveau de la justice. Parce qu'il ne s'agit pas encore de déposer plainte, il faut que ces plaintes puissent prospérer et que la justice puisse intervenir. Donc là-dessus, lorsqu'on est maire, eh bien, on a évidemment le numéro du commissaire de police, on a évidemment le numéro d'un certain nombre du procureur, du substitut du procureur, parce qu'on les rencontre, et ça permet, avec le CSPD, très facilement d'avoir un retour. Et ce retour, l'important, c'est pour la population, on reviendra après. Donc là, renforcement de la police, des effectifs de la police municipale. Ça, c'est fondamental. Dans l'équipe, il y a quelqu'un qui vient de la police nationale, qui a quelques contacts dans ce monde-là. Moi, j'ai quelques contacts dans le monde de la police municipale. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30 000 policiers municipaux. Ils vont prendre de plus en plus d'ampleur dans la mesure où il y a des discussions au Parlement pour renforcer leur pouvoir, et c'est très important. J'espère que ça va passer et que ça va être passé rapidement, puisque sur les points de deal, sur les squats d'hall d'immeubles, sur tout un tas de sujets, ils vont normalement pouvoir verbaliser, intervenir. Donc là-dessus, renforcer la police municipale, c'est fondamental dans une stratégie d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Évidemment, le nombre de caméras. Donc là, des caméras, il y en a qui ont été changées, implantées récemment. Mais il y a des caméras qui datent de l'époque où nous avons installé. La première, c'était en 2012. Donc évidemment, la technologie a un peu évolué depuis. Et il y a eu la fâcheuse tendance, il y a un peu plus d'un an. À un moment, on a coupé la lumière. En disant, on peut faire des économies. C'est au moment où la mairie retrouvait un éclairage magnifique. C'est vrai que c'est très beau. C'est très coloré, c'est très beau. Bon, par contre, on coupait la lumière pour vous, pour nous. Bon, évidemment, bizarrement, les voleurs se sont donnés à cœur joie. Puisque certaines caméras, qui datent d'un certain nombre d'années, la nuit, elles ne voyaient pas clair. Elles n'étaient pas infrarouges, elles n'étaient pas où elles étaient 360, elles n'étaient pas sur les 4 points cardinaux. Donc là-dessus, évidemment, on a un travail à faire au niveau de la vidéoprotection. C'est quelque chose qui est très important maintenant pour dissuader et pour également faire en sorte de punir si jamais une infraction est commise. Donc là-dessus, c'est renforcement de la police, renforcement des moyens, et également, comme c'est l'affaire de tous, il y a cette question, ça avait été lancé, c'est plus ou moins tombé aussi, ça s'est arrêté, tout ce qui est voisin vigilant. Saint-Lô-la-Forêt, il y avait un esprit village dans cette ville à une époque. On connaissait ses voisins, on connaissait son quartier. Donc ça, il faut essayer de recréer ça, ça existe encore dans certains coins. Mais on regarde, quand on sort de chez soi, lorsque les voisins ne sont pas là, si évidemment les volets ne sont pas facturés, ce genre de choses. Donc voisin vigilant, on relancera ça. Point important également, il y a des facilités depuis quelques temps sur tout ce qui est réserve citoyenne. Et les réserves citoyennes, c'est quelque chose qui peut concerner notamment l'aide à l'éducation nationale. Lorsque vous avez un parcours d'anciens enseignants, d'anciens responsables des RH, secrétaires administratifs, il suffit de pouvoir s'inscrire, on facilitera les choses auprès de l'éducation nationale pour pouvoir créer cette réserve citoyenne vers le scolaire, mais également, bien sûr, vers la gendarmerie, vers la police nationale. Donc créer une réserve citoyenne, ça peut aider dans le cadre du Conseil des droits et devoirs des familles, ça peut aider dans le cadre où
on en parlera peut-être lorsque les enseignants manquent, eh bien, on peut avoir recours à des personnes qui sont agréées par l'Éducation nationale pour rattraper des cours. Donc ça, la sécurité, affaire de tous, quelque chose de fondamental. La sécurité, c'est aussi, vous êtes venus pour certains d'entre vous à pied, courageusement, c'est aussi donc des trottoirs très sûrs. Moi, j'ai mal à ma ville quand je vois l'état des chaussées, l'état des trottoirs. Je suis très inquiet lorsque je vois également l'éclairage. Là, il pleut le soir sur les passages piétons. Vous voyez, un certain nombre de passages piétons, on voit absolument pas clair. On voit absolument pas clair quand on s'engage sur passage piéton. On voit pas clair parce que les passages piétons ne sont pas vraiment traités correctement. Et là-dessus, la sécurité des piétons, des vélos, mais des piétons, c'est important. Donc il y aura un rattrapage colossal à faire. Je sais qu'il y avait une diapo sur les routes et les chaussées, partout dans Saint-Leu. Là, il y a eu un laisser-aller mais qui est absolument incroyable. Et ça touche directement votre cadre de vie. Lorsque on a c'est pas des nids de poules, certains me parlent de nids d'autruche. Voilà, c'est quelque chose qui est grave parce que là, en fait, lorsqu'on a simplement des rues comme ça, donc là, on est au-delà du faïençage, il faut refaire la rue, il faut refaire le fond de forme. Donc ça coûte infiniment plus cher. Donc là-dessus, il y aura un rattrapage sur évidemment l'espace public. Et quand on fait l'espace public, eh bien, bizarrement, les riverains font le ravalement, embellissent. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour tirer la ville vers le haut. Et là, sur le cadre de vie, sur ce que l'on voit lorsqu'on sort de chez soi, alors moi, c'est une déformation professionnelle, mais même pas professionnelle, c'est que je ne peux pas m'empêcher de regarder les poteaux qui manquent, les poteaux tordus, les panneaux de signalisation de places de parking qui ne fonctionnent pas depuis 5 ans, les tags qui sont là depuis des années. Et ça, c'est quelque chose, là aussi, j'ai mal à Mont-Saint-Leu, parce qu'on avait lancé un grand rattrapage sur l'espace public, sur la sécurisation. Je pense aussi aux personnes qui sont à mobilité réduite. Je pense aux pères mamans avec poussettes. Il y a plein d'endroits où il y a eu des travaux de fait. On n'a pas vraiment pensé aux poussettes, aux personnes qui étaient en fauteuil. Et ça, c'est une action que nous avions menée avec l'APF il y a longtemps. En faisant quelques travaux, on était passé de la 26e place, c'était le classement APF, ce n'était pas des classements du Val d'Oise, à la 4e place. Donc il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Donc sur votre cadre de vie, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour respecter les habitants. Lorsque l'on voit des travaux qui durent des années, à côté de chez moi, on fait la rue du Parc. Ça a duré 7 ans. Ça a commencé en fin 2017, ça s'est terminé en 2025, enfin même presque 8 ans, pour accorder 40 et quelques maisons à l'assainissement. Là, ceux qui habitent rue de l'Ermitage, rue Général Leclerc, les bienheureux, il y a des logements qui sont en cours depuis plus de 5-6 ans. C'est des travaux à côté de chez soi pendant des années. Et il y a des raisons. Pourquoi ? C'est parce que le promoteur n'a pas pu utiliser l'espace pour pouvoir mettre une grue. On n'a pas facilité la vie de ceux qui font des chantiers. Et donc là, c'est absolument intolérable. Lorsque l'on fait des travaux, eh bien, c'est bien qu'il y ait un début, une fin, c'est que vous sachiez combien ça coûte, que vous soyez informés. Et là, on a, sur le cadre de vie, sur l'environnement, sur ce sujet fondamental, les élus eux-mêmes ne sont pas informés. Et je ne suis pas sûr que sur des sujets comme le centre-ville, aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on ne sait pas quels sont les commerces qui vont s'implanter. On ne sait pas combien de logements sont à vendre. On ne sait pas... en fait, on ne sait rien. Mais vous ne savez rien, mais les élus ne savent rien. Et on se demande si les élus qui sont majoritaires savent quelque chose. C'est quand même inquiétant. Donc là-dessus, c'est un défaut de méthode, c'est un défaut de suivi de chantier. Et évidemment, là, je pense qu'on va parler du sujet phare qui est en cours, c'est la salle des fêtes. Et la salle des fêtes, c'est un magnifique exemple, mais en fait, tout est comme ça. Magnifique exemple. En 2018, il y avait un projet qui a été présenté, et donc l'édile qui m'a succédé s'était engagé à ce que ça soit fait rapidement. 2018. Donc là-dessus, c'est très important, puisqu'il y a des associations qui utilisent les salles des fêtes. Et notre Croix-Blanche, c'était quand même un lieu important symboliquement, mais aussi de manière pratique, comme la Clairefontaine aussi, pour des associations, c'était des lieux qui étaient très importants pour la vie. Donc là-dessus, il y avait un permis qui a été déposé en 2020, enfin qui avait été accepté en 2020, pardon. C'était ce projet-là, en fait. Ces projets-là. C'était dans le projet des élections de 2020. C'était ce projet-là, où il y avait un restaurant
en rooftop, ça ne se fait pas ailleurs. Il y avait donc un commerce d'alimentation, puisqu'il y a 4000 personnes qui prennent le train, et c'était entre le centre-ville et les Diablos pratiques pour les personnes. Il y avait quelques logements qui finançaient la salle des fêtes, et c'était un projet qui était estimé à 4,8 millions hors subvention et cession foncière. Bon, ce projet-là, permis accordé en 2020, retiré en 2022, on repart sur quelque chose d'autre. On part sur ce qui est en cours. Donc là, c'est ce qui est en train d'être finalisé, on va dire, avec des coûts qui ont explosé, parce que, évidemment, vous imaginez bien que sur le premier projet, il y a eu des gens qui ont travaillé, il y a des architectes qui ont été payés. Ça a coûté de l'argent. Et surtout, lorsqu'on fait des demandes de subventions, en général, c'est valable 3 ans, auprès du département, de la région, de l'État. Au bout d'un moment, nos partenaires financiers, est-ce que ça va se faire? Ça ne va pas se faire. Là, ça va se faire. Mais oui, il y a des bizarreries, hein, parce que 400 places, 70 places de parking, c'est des choses qui sont surprenantes. On ne sait pas non plus. À 9 millions d'euros, on est très loin de ce qui avait été annoncé. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur 2025 et 2026. D'une manière générale, les travaux, il y en a partout à Saint-Leu. Donc les travaux sont en cours, les factures sont à venir. Pas les finances après, mais retenez ça. Les travaux sont en cours, côté de chez vous, et encore, si on parle des routes, etc., il y a beaucoup de travaux à faire, c'est nécessaire, mais les factures sont à venir. Donc là-dessus, c'est intéressant ça, parce que il faut, si vous vous intéressez, il y a beaucoup, un chiffre qui est ressorti beaucoup, c'est 5 millions et quelques, 5 millions 4. Et lorsque vous, là, c'est des bulletins de la ville. Moi, c'est pas moi qui les invente ces chiffres, c'est les bulletins de la commune. Donc ça va être l'été dernier, je pense. Il y avait ça, mais 2025-2026. Donc c'est un exemple, puisque c'est le projet phare de cette municipalité, c'est cette salle des fêtes. Cette salle des fêtes, eh bien, il faudra la faire vivre. Mais déjà, il va falloir finalement la payer. Comme la salle Clairefontaine dans les allées de Saint-Leu, il y avait une salle donc, qui était très importante. C'est un ancien cinéma pour les anciens. Voilà. Et cette salle, elle servait aux associations. Et on ne sait pas comment elle va être livrée, cette salle. Est-ce qu'elle va être livrée brute de béton ou est-ce qu'il va falloir l'aménager? Et si on l'aménage, évidemment, il va falloir payer. Je ne suis pas sûr que ça ait été prévu. Donc là-dessus, on est sur des montants, coûts exacts. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Les élus ne savent pas. C'est inquiétant. Et dans la dernière brochure que vous avez reçue, donc janvier-février, juste avant les élections, vous avez des travaux prévus. Vous avez 1,4 million pour le tennis. Vous avez 75 000 € pour ça. Le tennis, c'est pas 1,4 million, c'est bien plus, mais bon. Mais vous n'avez pas les coûts de la salle des fêtes. Regardez-le. C'est pas prévu. Vous avez une belle salle des fêtes, magnifique. Enfin, salle de spectacle, excusez-moi, parce que fête, c'est pas assez à Saint-Leu. Salle de spectacle, et bien vous n'avez pas les coûts. Ça interpelle quand même, normalement. Donc sur ces exemples-là, je pourrais en prendre d'autres. Et ça, j'ai mal à mon Saint-Leu quand je vois ça, quand l'ancien maire avait un projet de développement sur la ville, avait des sujets qui étaient lancés, qui devaient se mettre en place, qui étaient chiffrés, qui étaient travaillés. Je parle des tennis, je parle des réfections des rues. Je pourrais vous montrer plein de choses. Donc là-dessus, oui, bon, alors on va parler du tennis, effectivement. Tennis, 2016-2017. Projet des sports de raquettes. C'est un abus de langage, on parle de tennis. C'était squash, paddle. Il y avait juste une maquette qui avait été faite. C'était 2 millions d'euros pour la ville, 4 millions en tout projet. Il y avait une société d'économie mixte qui devait être créée pour ça. Au bout de 5 ans, la société d'économie mixte versait de l'argent plan de financement, versait de l'argent à la commune. Ça servait, on avait eu un gros financement pour une raison très simple, c'est on a encore à Saint-Leu, je sais pas, non, on avait 25 joueurs sport handicap au tennis. On avait 25 personnes handicapées qui jouaient au tennis, dont des champions. Et donc, ça permettait d'obtenir auprès de grandes entreprises des aides. Et ça, c'est un projet qui était magnifique. Bon, c'était 2016-2017. Vous en entendez parler depuis le début de ce mandat des tennis. Un autre exemple. Après, je vais arrêter. Nous, je peux vous assurer que les travaux, on les faisait chiffrer, on réfléchissait avant, on engageait les travaux lorsque la population était informée. Et elle était informée comment? Quelque chose aussi qui ne coûte pas d'argent et qui était, à mon avis, quelque chose de fondamental pour le contrôle démocratique du citoyen. Parce que le citoyen, ce n'est pas de voter une fois tous les 6 ans. Normalement, vous êtes citoyen pendant 6 ans. Vous êtes consommateur, vous êtes citoyen dans les écoles, vous êtes auprès des associations, vous allez auprès des commerces de la ville, et c'est tous les jours.
Vous vivez la ville tous les jours, pas une fois tous les 6 ans, on va voter. Donc il y avait quelque chose qu'on avait lancé tout de suite en 2008 et qu'on recréera, c'est le conseil des groupes de quartier. Donc les groupes de quartier, je vous explique rapidement, c'était 10 personnes, 4 groupes, c'était des réunions 8 fois par an, c'était des réunions avant, bien sûr, les réunions des conseils des quartiers, c'était des réunions publiques, et on allait auprès des gens, voilà, venait qui voulait venir, et ça permettait d'informer la population de ce qui allait se faire. Ça permettait aux groupes de quartier de travailler sur des sujets, de faire remonter des demandes de la population. Ça permettait de traiter au plus près toutes les questions de la vie de tous les jours, mais aussi les sujets importants. Sécurité. Vous aviez une fois par an le commissaire qui venait, qui était invité. Donc on le faisait parler d'abord, et la population discutait avec le commissaire, et puis le commissaire entendait ce que la population avait à dire. C'était très important. Il y avait également l'inspecteur d'académie qui venait. Problème de scolaire. L'inspecteur d'académie, il venait. On a eu aussi, j'ai fait venir plusieurs fois, le directeur départemental, le DAZEN qu'on appelle. Donc celui qui est le patron de l'éducation nationale au niveau départemental. On avait également le DDSP, le directeur départemental, et un certain nombre ont été promus. Je pense notamment à Frédéric Loos, qui est le patron des commissaires de police, quelqu'un avec qui on a une relation forte. Et il venait, et vous pouviez lui poser des questions. Et c'est très bien que les services de l'État entendent la parole du citoyen. Et moi, j'étais là pour me faire le porte-parole, évidemment, de la ville et des habitants. Et ça permettait de rendre compte également des actions de la ville. Et si je vous avais dit que la salle de spectacle, elle coûtait 3 millions d'euros, puis 6 mois après, c'était 5, et puis 2 ans après, c'était 9, mais vous sortez quelque chose, monsieur le maire, vous m'avez dit ça. Évidemment, c'est pas confortable. Bizarrement, ça a été supprimé, les groupes de quartier. C'est dommage. On le remettra en place, tout de suite. Parce que là, c'est quelque chose qui coûte rien, quelque chose qui est important pour échanger, pour être tenu au courant de ce qui se fait, et puis pour améliorer la vie des citoyens. Lorsqu'on a changé des sens de rue, lorsqu'on a refait des rues, je paie à son âme, Jean-Pierre Juirat, Jean-Claude Béliat, avait fait toute la rue, par exemple, de la rue de la Marée. Il avait été voir tout le monde, parce que des fois, quand on met des papiers dans les boîtes aux lettres, les gens ne répondent pas. Eux, ils avaient été tapés aux portes. Donc tout le monde avait répondu. Et après, on avait, selon les contraintes techniques, choisi une solution, et après, on avait décidé. Donc ça fonctionnait comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien, et qui, à mon avis, est important pour vous, parce que l'explication que je viens de faire peut comprendre, puis ceux qui l'ont vécu. Donc c'était 10 membres, 10 membres choisis. Après, au sein de ces 10 membres, ils élisaient un président. Et ce président, évidemment, a des contacts réguliers avec les responsables des services de la ville, qu'ils soient des services techniques, c'était souvent ça, qu'ils soient des services scolaires, enfin peu importe. Également des réunions avec le maire et les adjoints qui étaient les adjoints qui étaient concernés par le sujet traité. Donc là, c'est quelque chose qu'on fera rapidement, parce que c'est quelque chose qui nous semble important et fondamental dans la méthode de gouvernance d'une commune. C'est de rendre compte de l'état d'avancée des travaux. Et là, sur les sujets dont je parlais tout à l'heure, vous seriez au courant de quel logement, combien il reste de logements à l'Éclairfontaine, quels sont les commerces, comment on va gérer les parkings. C'est important quand même ça. Là, on ne sait rien. Mais en fait, personne ne sait rien. Et je prends ces sujets-là, mais je peux prendre tous les sujets, évidemment. Donc là, c'est quelque chose qui est important. Et ça également, ça participait aussi à créer des amitiés au sein des groupes de quartier, puisque je vous parle d'esprit village, de renforcer les liens. Il y a quand même le mal du siècle, c'est pas que le mal de dos, c'est aussi l'isolement. Et là, ça concerne tout le monde. Ça concerne des personnes âgées, mais ça concerne aussi des jeunes. Des familles éclatées, il y en a beaucoup. Des mamans solo, des papas solo. Eh bien, quand on a un voisin qui est sympa, une grand-mère qui est sympa, un grand-père qui est sympa, ça permet de connaître son voisin, les proches, et d'aider dans la vie de tous les jours, et ça facilite la vie des habitants. Et c'est comme ça aussi qu'on a une ville qui est, je vais prendre une ville heureuse, qu'on a une ville qui est active, qui est dynamique, et qui est tournée vers le bien vivre ensemble. C'est quelque chose qui est très important, et c'est quelque chose qu'on le veut recréer, car la proximité, si on est élu de terrain, maire d'une ville comme Saint-Lô-la-Forêt, et je parle de maire et des élus,
vous les reconnaissez dans la rue, bon, certains d'entre eux, ils vous disent bonjour normalement, hein, c'est normal, ça s'appelle la politesse, et puis vous les interpellez. Il faut que ça soit agréable pour la population de pouvoir parler à celui qui est maire adjoint au scolaire, à la sécurité, maire tout court. C'est quelque chose qui est très important. Je vais vous laisser la parole. Mais donc, sur la façon on va gérer la commune, il se trouve quand même un peu d'expérience. C'est important l'expérience parce qu'une commune, c'est quand même compliqué. Donc, des gens qui n'ont pas d'expérience, c'est prendre un risque. Et je terminerai sur 2 choses. Je reviens sur l'urbanisme. Il y a ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme. Nous, parce que nous avons pris un biais fort là-dessus. Il y a des constructions dans tous les sens à Saint-Leu-la-Forêt, même sur des lieux où on devait faire une école, maintenant c'est plus possible à cet endroit-là. Eh bien, on va faire un moratoire sur les constructions. Et je pense notamment au Diablo, on en parlera peut-être, mais partout. J'utiliserai toutes les ressources de droit, le code de la construction, le PLU, pour arrêter les constructions pendant un certain nombre d'années. Parce qu'aujourd'hui, là, on a un vrai problème. On a un vrai problème d'équipement public pour accueillir la population. On a des chantiers un peu partout, des populations qui vont arriver. Et je pourrais y rentrer dans le détail, mais ça va poser problème tout simplement pour accueillir dignement la population. Donc, moratoire sur les constructions, ça c'est quelque chose de très important. Notre PLU est considéré comme plan local d'urbanisme, trop protecteur par l'État. Donc, le rouvrir, folie. Ça veut dire que l'État voudrait il nous manque 550-600 logements sociaux, hein, donc vous imaginez ce que ça peut faire. Et puis surtout, c'est que vous avez un maire vous avez un candidat et un devant vous qui recevait tout le monde en permanence libre, une fois par mois. Moi, il n'y avait pas besoin de prendre rendez-vous avec la secrétaire. Bien sûr, on pouvait prendre rendez-vous. Et je recevais tout le monde. Mais en permanence libre, comme le médecin, alors j'avais mes habitués, mais j'avais jusqu'à 25-30 personnes le samedi matin. Je commençais assez tôt et je terminais au milieu de l'après-midi. Et tout le monde pouvait me parler de ses problèmes. Et ça, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, les personnes pouvaient pousser la porte de la mairie et je les recevais. Et là, il y a quelque chose d'important, c'est que des permanences libres, on en fera aussi au Diablo, compte tenu de la situation urgente là-bas, pour établir de la présence, sécurité et tout le reste. Élections municipales 2026, avec Sébastien Meurant. Monsieur le futur maire, est-ce que la police municipale sera armée ? On en parle dans certaines villes. Alors, une partie de la police est déjà armée. Toute la police n'est pas armée parce qu'il faut passer un agrément pour porter une arme. Donc, je crois qu'il nous reste 2 policiers armés et d'autres qui sont en cours de passage d'examen. Et la police, moi, je vais choisir évidemment qu'elle soit armée parce que c'est nécessaire compte tenu du type de délinquance auquel ils peuvent être confrontés et se mettre en danger. On a eu attaque au katana quand même. On a eu sur la ville. Il y a eu ce matin, l'anecdote que je voulais vous donner tout à l'heure, c'est ce matin à la gare, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit qu'il était paisiblement attablé place de la Forge au restaurant l'année dernière et qu'il a ressenti 2 douleurs. C'est ce matin ça. En fait, on lui a tiré dessus à la carabine à plomb. Carabine à plomb, c'est pas qu'un jouet, hein. Voilà, à Saint-Leu-la-Forêt. Donc la police, moi je souhaite qu'elle soit armée, je souhaite qu'elle soit renforcée. Donc une partie elle est armée et je souhaite que tout le monde puisse être armé, et ça ne se fait pas comme ça, heureusement, puisque c'est de la responsabilité du maire. Hein, la police municipale, c'est de la responsabilité directe du maire, donc il faut des professionnels. Donc on attirera d'autres professionnels. Pour Verrekia, il y a un bruit qui court dans Saint-Leu qui va avoir 50% de logements sociaux. C'est vrai ou pas ? Alors, je peux vous donner ce que j'ai comme information. C'est important parce que ce projet-là, la jeunesse de ce projet, ça fait, je prends quelques temps pour répondre, puisque ça me semble important compte tenu de l'ampleur de ce projet, c'est que vous aviez rue Émile-Aymon. Rue Émile-Aymon, vous savez, c'est la rue qui est juste là. Donc ce programme-là, rue Émile-Aymon, avait magnifiquement fonctionné. Donc le promoteur avait acheté le terrain au prix des domaines. J'avais fait en sorte que le gabarit reste, je veux dire, qui se fonde dans la rue Émile-Aymon, parce qu'il aurait pu faire plus haut. Donc, et ce programme-là, en 70% en 3 jours, avait été vendu. 70% en 3 jours. Donc le promoteur avait 150 personnes qui étaient intéressées. Et donc c'est pour ça que lui, on pensait qu'il suivrait un autre projet qui serait encore plus beau que la rue Émile-Aymon. Et ce projet-là, moi quand je suis encore maire, c'est
je veux pour la ville. Donc rappelez-vous, il y avait la Croix-Blanche, mais il y a aussi un garage Renault, il y avait un garage Saab, il y avait un Combi, donc qui était abandonné depuis 25-30 ans. Donc et puis il y avait quelques habitations derrière, plutôt des logements pas insalubres mais pas loin. Et donc ce projet-là, il devait y avoir que du logement privé, J'avais réussi à faire ce qu'on appelle une opération d'aménagement de programmation et à faire passer ça à la préfecture. Il n'y avait pas de logement social dans cette opération. La ville devait acheter les commerces pour choisir quel commerce on mettait, bien sûr, pour ne pas faire forcément concurrence à des commerçants implantés, pour surtout aussi avoir des rentrées de loyers. Et ce qui était aussi important, c'est que pour la fluidité, c'est que l'entrée devait se faire sur une belle entrée pour magnifier un peu la place de la Forge et une sortie rue de la Gare. Moi, j'avais même imaginé, 10 ans avant, une sortie sur la rue de Gaulle pour que les personnes qui rentrent dans Saint-Leu descendent au parking public souterrain. Je n'ai pas parlé du parking public souterrain, il y avait un parking public souterrain, le premier de la ville de Saint-Leu. C'est pour ça que j'avais justifié à la préfecture qu'il n'y ait pas de logement social. Parce qu'on achetait les commerces, parce qu'on payait, on achetait le parking, on remplaçait aussi Clairefontaine. Et donc c'est comme ça que c'était. Et il se trouve que celle qui m'a succédé a fait traîner les choses, que le promoteur il s'est trouvé dans la crise immobilière et que lui, il a dit « je ne peux pas démarrer ». Sauf que l'équipe actuelle a mis la pression parce que les élections approchaient finalement. Il y a eu une réunion catastrophique en mars 2018, le projet n'était pas finalisé. Idéalement, les travaux auraient dû démarrer à l'été 2019. Les travaux de terrassement pour ne pas embêter, etc. Et donc là-dessus, si ça avait démarré à cette époque-là, ça aurait été vendu, mais sans aucun problème. Parce que ce qui s'est passé dans la crise immobilière, donc le promoteur a dit « moi, je n'ai pas vendu 40% du projet, je ne peux pas démarrer ». La mairie lui a dit « mais il faut que tu démarres. Donc, est-ce que tu m'achètes les commerces ?» Elle a dit « ben non, pourtant les taux étaient à 0%. Hein. Une ville, ça pouvait emprunter là, il y a quelques années à 0% sur 30 ans. Hein. Je n'ai pas compris. Hein. Et donc le permis a été donné en 2021, fin 2021, donc par la municipalité actuelle. Et donc le promoteur a dit « mais moi je ne peux pas démarrer, tu ne m'achètes pas les commerces. » Donc c'est un investisseur privé qui a acheté. Si un investisseur privé a acheté, c'est qu'il pense pouvoir faire de l'argent. Vous imaginez bien que si la ville avait acheté, ça aurait été une opération vraisemblablement financièrement intéressante. Et ça aurait permis au promoteur peut-être d'éviter de mettre de logement social. Donc lui, il a vendu un investisseur privé, il a vendu en bloc ce qu'on appelle du logement social, donc 30%. Ça, c'est 30% de logement social. Et en plus disséminé un peu partout dans les immeubles. Et surtout, c'est qu'il y avait des gens qui avaient acheté, je crois, les premiers en 2020, donc sans logement social. Donc il y a beaucoup de gens qui sont désistés. Et je ne peux pas vous dire si c'est 50, parce qu'aujourd'hui, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est traité entre le promoteur et la ville. Et donc, il y a quelques logements pour des personnes âgées, je ne sais pas sous quelle forme. Et il y a 30% de logement social. Je ne peux pas vous dire si ça va monter à 50, j'en sais rien. Et je sais qu'il y a plusieurs dizaines de logements encore à vendre. Et c'est quand même malheureux parce que ce projet-là, normalement, c'était pensé pour avoir des personnes qui vendent une maison, qui sont un peu loin du centre-ville, qui font vivre les commerces, donc un peu de pouvoir d'achat, qui ont quelques années, qui n'ont pas d'enfants en bas âge. Parce que les écoles du centre-ville, elles sont pleines. Il y a 30 enfants à Cadet-Roussel. Et c'était des personnes qui ont peu de voitures. Quand on a plus de 70 ans, 75 ans, on a 1, 2 voitures. Il y avait des contraintes fortes sur le promoteur pour qu'il soit obligé de faire, je crois que c'était 30 ou 35 mètres carrés de surface. Il devait faire une place de parking. Donc il y avait des appartements, des grands appartements avec des terrasses, où il y avait 3 places de parking. Donc on avait un parking public souterrain, on avait des parkings privés de fait, et en plus, ça permettait d'assurer le développement du centre-ville. Là, je suis très inquiet sur les surfaces commerciales, parce que c'est quand même surprenant. Lorsqu'il y a des travaux, normalement, on anticipe. Donc là, vous ne voyez pas grand-chose. Donc moi, j'ai peur qu'il y ait des surfaces commerciales de vide. On saurait qu'il y ait un chocolatier qui aurait signé. Le reste, c'est que des oui-dire. Je ne sais pas plus. Je ne peux pas vous dire s'il y a 50%, je n'en sais rien. Il y en a 30 en tout cas. Et le promoteur, évidemment, est en redressement judiciaire. Aux dernières nouvelles, j'en sais pas plus. La question, c'est combien il y a de pourcentage de logements sociaux à Saint-Leu. Donc à ce jour, donc peut-être l'année dernière, il y avait 17% de logements sociaux à Saint-Leu. En fait, vous savez, cette loi, c'est une loi communiste qui n'a pas été remise en place du début des années 2000 et qui contraint les communes, quelles qu'elles soient, à construire 25% de logements sociaux par rapport au nombre d'habitations. Donc quand vous avez, heureusement, le tiers, c'est la forêt, vous avez un tissu pavillonnaire,
Il faut savoir que l'État peut contraindre, peut inciter à faire démolir des maisons pour faire des immeubles. Et là, aujourd'hui, il nous manque 550 logements sociaux, donc, y compris ce qui est en cours, hein, donc y compris les 30%, etc. Donc il nous manque 550 logements sociaux. Mais à chaque fois qu'on crée 10 logements, enfin les 100 logements, il faut faire 25% de logements sociaux en plus. Donc c'est sans fin, en fait, cette histoire-là. C'est pour ça que je vous dis un moratoire, parce que jamais, je l'ai déjà dit en 2014, etc., on fera ces 25% de logements sociaux, parce que ça veut dire détruire Saint-Leu, quelque part. Et ça, il est hors de question, et avec toutes les problématiques que ça pose. Parce qu'on a à ce jour, laissez-moi, c'est l'année dernière, les informations, on a 600 demandes de logements sociaux de Saint-Loupiens, de gens qui habitent la ville. 600. Il faut savoir que beaucoup de personnes peuvent prétendre aux logements sociaux. Et ça serait un enjeu fondamental dans le centre-ville. Parce que là, il y a aussi des techniques pour défendre ces dossiers. Il faut simplement que l'élu y aille, ou que le maire y aille. Ce qu'on appelle dans les CAL, les commissions d'attribution de logements sociaux. Lorsque vous avez le maire qui arrive, ou l'adjoint, parce qu'il a les pouvoirs du maire, vous avez les représentants des bailleurs, vous avez les représentants de l'État, et il dit, bon, on présente 3 dossiers, évidemment, il faut que ça corresponde aux critères de revenus, aux critères de typologie de famille, mais eh bien, en général, on arrive à défendre ses habitants. Mais encore faut-il y aller. Ce n'est pas le cas. Et on a donc 600 demandes de logements sociaux de Saint-Loupiens et 4000 demandes départementales. 4000. Donc évidemment, et l'État veut absolument qu'on construise. C'est pour ça que je suis quand même très inquiet aussi sur les Diablos, parce qu'on vous dit 200 logements, mais ça ne sera pas 200, ça ne tient pas économiquement. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a 3 permis. Je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, je peux vous expliquer, mais c'est pour ça qu'il y a un vrai danger sur l'équilibre de la ville, parce que là-bas, il y a de la place. Bonjour, j'ai une question sur le camp de Rome, qui est au bout de la rue Jean Jaurès. Jusqu'à quand il va y être? Parce que moi j'ai appelé plusieurs fois, on m'a dit, vous inquiétez pas, on va le sortir, mais il est toujours là. Et puis c'est de pire en pire. Le camp de... Alors c'est rue Jean Jaurès, la dernière maison rue Jean Jaurès, il y a une maison qui a été vendue parce que les personnes, je crois, sont décédées ou sont parties il y a quelques années. Et ils ont donc, effectivement, c'est squatté de manière incroyable. Il y a des rats qui sortent, etc. Il faut attendre les élections. Non mais là, s'il n'y a pas d'action de la municipalité, parce qu'en fait, la police administrative, évidemment, que le MIL a la police administrative, le maire a la police administrative. Donc il y a des procédures à mener, parce qu'un bailleur, donc c'est un propriétaire qui a fait apparemment un bail, ce que je sais, parce que c'est ce que j'ai entendu, un bail à quelqu'un, et en fait, il y a un nombre incalculable de familles, et il faut savoir que ça soit dans une maison, ou au Diablo aussi, il y a, on m'avait dit 2 appartements, où il y avait dans un 3 pièces 13, 14, 15 personnes, comme ça se produit dans certaines villes du Val d'Oise. Ça commence à Saint-Leu, ça ne se voyait pas il y a quelques années, je peux vous assurer. Et bien là, vous imaginez bien quand vous avez voisins, en dessous, à côté, ça pose problème. Donc là-dessus, il y a une procédure à lancer auprès de la justice, puisque là, il y a trouble de jouissance. Et la ville, le maire, en tout cas, le maire, les élus sont garants de la tranquillité publique. Donc la ville peut intervenir. Après, il faut que la justice, c'est pas le maire qui va déloger le camp de Rome, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le maire peut prendre des initiatives pour aller sur place, pour lancer des procédures, et après, ça suivra le cours de la justice. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut jouer sur plusieurs tableaux. Il y a aussi des conditions indignes. Il y a beaucoup de choses qui ont été passées dans les textes. Après, les textes, il faut les faire appliquer, les faire respecter. Donc là, je connais, c'est effectivement, je ne sais pas comment font les riverains, vous n'êtes pas riverain immédiat, pas immédiat, enfin il y a des personnes qui habitent juste à côté, waouh. Et aussi des personnes, donc au Diablo, il y a 2 appartements où il y a, on m'a dit, 13 personnes dans un 3 pièces. Après, le préfet, il attend une décision de justice pour la faire appliquer, mais ce qui se passe là, malheureusement dans le Val d'Oise, ça se passe à plein d'endroits. Donc en fait, il faut que les élus le tannent. C'est urgent. Parce que des décisions de justice appliquées, il y en a toute une pile. On a un État malade quand même. Donc si vous n'avez pas des élus de terrain qui bousculent, qui osent dire les choses, bon, vous savez, hein, c'est facile de dire oh, c'est pas de ma faute, moi, c'est l'agglomération, c'est la justice, c'est la police. Donc en fait, il faut vraiment se battre sur tous les dossiers. Voilà. Tous les dossiers. Et ça, c'est des sujets qu'on n'avait pas à traiter avant. Enfin, dans les immeubles, quand ça commence à avoir, vous avez commencé à avoir des sous-locations avec 13 personnes, 12 dans un 3 pièces, vous imaginez bien ce que ça peut
créer comme problème. Vous imaginez bien que à côté de les personnes qui habitent malheureusement à côté, qui ont leur maison, leur prix de leur maison, je ne parle pas de la vie quotidienne, je parle de simplement la valeur du bien. Et là, c'est quelque chose qui est important. C'est la première fois que je connais, comme moi qui ai un peu d'antériorité, on a vécu des crises immobilières. Là, à Saint-Leu, c'est la première fois. Alors, je ne vais pas faire peur à ceux qui ont acheté récemment, hein, ça va remonter. Mais c'est la première fois où le marché, il y a beaucoup de biens à vendre sur la ville, et c'est la première fois où les prix baissent, comme ça. Quand il y a les crises de 2008, qui était une autre crise financière, vraiment autre chose, le marché était bloqué, il n'y avait pas de vente, les prix avaient un peu baissé, mais là, pour la première fois, on a beaucoup de biens à vendre et des prix qui baissent, et qui baissent significativement. Alors certes, ils avaient monté après le Covid, mais là, c'est la première fois depuis des années que ça se passe à Saint-Leu. Saint-Leu, c'était la ville, entre guillemets, elle est tranquille, comme je disais, avec les bons côtés, ville commerçante, ville où on avait envie d'habiter. On avait la forêt, Saint-Leu-la-Forêt, on est une ville qu'on avait rendue impériale, on avait des gens qui voulaient habiter Saint-Leu parce qu'on a la ligne H qui dessert quand même correctement une partie de Paris, des trains, on avait bien un centre-ville qui a une âme, on avait des équipements qui étaient quand même intéressants, qui en tout cas commençaient à être modernisés. Et là, pour la première fois, la valeur des biens baisse. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, il faut aussi corriger les choses, parce que c'est votre patrimoine. Donc, c'est ceux qui sont là, vous êtes là, intéressez-vous à ce qui se passe. Si on construit à Saint-Leu des logements, si on ouvre le PLU, par exemple, et construit des logements partout, vous imaginez bien que ça va baisser. Hein. Voilà. Bonsoir, monsieur Meurant. Bonsoir. Je voulais vous poser une question par rapport aux travaux de voirie que vous avez évoqués un petit peu plus tôt. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser peut-être les 5 ou les 10 axes prioritaires pour vous dans ce projet-là? Est-ce que vous pensez faire uniquement les tapis, l'enfouissement ou même les réseaux? Vous en avez parlé aussi. Et qu'est-ce que vous avez peut-être budgété annuellement pour faire ça dans votre projet, j'entends. Merci. Alors, je vais être bavard. Désolé, Laurent. Première chose qu'on va arriver, c'est, je vous ai dit, les travaux sont en cours, les factures à venir. Audit financier, plan d'économie. J'ai quelques idées en tête, évidemment. C'est l'avantage d'avoir été élu. Il y a déjà 30 personnes de plus que lorsque j'étais maire. Bilan social, j'ai que 2023, décembre 2023, parce que le 2024 n'est pas paru. C'est déjà une anomalie, ça doit être paru tous les ans. Bilan social. Donc ça, c'est le nombre de fonctionnaires, l'âge, la maladie, etc. Donc, première chose, plan d'économie, audit financier. À partir de là, j'ai un résultat. Et là, sur la voirie, je préfère idéalement enfouir les réseaux, parce que ça donne de la valeur. Lorsque partout où j'ai pu enfouir les réseaux, on l'a fait. Ça permet de dégager des trottoirs. Et après, il faut investir partout dans la ville, parce que pour pas que les gens se sentent défavorisés. Quelqu'un qui habite rue Jules Moulin tout à l'heure me disait qu'au sud de la voie de chemin de fer, les gens se sentent vraiment deuxième Saint-Leu. C'est ce qui se passe depuis toujours, en fait. Le quartier des Diablos, enfin, c'est même pas le quartier des Diablos, c'est l'autre côté. Et moi, lorsque j'avais été élu, je m'étais attaché à faire des actions tout de suite et dans les différents quartiers. Les groupes de quartiers, ça permet de dire à la population, vous imaginez bien que vous êtes quartier des Tanières. Et le quartier des Tanières, vous faites aucune rue là-bas et vous en faites par exemple tout sur le quartier des Coteaux. Les gens des Coteaux disent, et nous, et moi. Donc en fait, priorité, c'est en fait de faire des blocs. C'est-à-dire qu'on va aller voir les entreprises, on ne va pas faire une rue, mais on va faire 3, 4 d'un coup. Alors évidemment, entre les petites rues et les grosses rues, les prix, ce n'est pas les mêmes. Donc là, moi, par quartier, il y aura d'abord un comptage. Juste après les élections, on fera un comptage sur les flux de circulation, sur le type de circulation, sur les heures de circulation, pour savoir combien il y a de camions qui passent, de voitures qui passent, de motos qui passent, pour pouvoir dire aux gens et aux groupes de quartier, voilà, dans votre rue des Andrézy, il passe tant de voitures. Et là-dessus, vous avez, il n'y a pas de trottoir où il y a un trottoir de chaque côté, il faudra arbitrer, parce qu'évidemment, la masse financière n'est pas la même chose. En tout cas, sachez que le principe d'action, c'est on fait les choses bien ou on ne les fait pas, ou on explique quand est-ce qu'on les fera. Donc par quartier, moi, j'ai évidemment plein de rues en tête parce qu'on a un vrai problème. Je pense aussi investir pour des années. Là, moi, je pense par exemple rue Évariste Gallois, ou les rues Jacques-Ibert. Donc là, c'est du côté des impôts. Eh bien, j'ai évidemment en tête exactement le coût du tapis. Là-bas, les réseaux sont enfouis.
ça a une cinquantaine d'années. Donc là, par contre, on avait fait un parking qui est le long d'un chemin de fer, et il y a beaucoup de rustinages qui ont été faits depuis. Là, l'avantage, c'est que si on fait, par exemple, un été, eh bien, la rue Victor-Gallois, ça coûte 500 et quelques mille euros. On refait que le tapis, on peut remettre un peu de verdure là-bas, et ça peut se faire très rapidement. Et là, eh bien, on refait ça, et on est tranquille pour 30 ans, puisque là, les réseaux sont enfouis, je vous l'ai dit. L'assainissement, il date de 40 ans, il est propre. Ça dure bien plus longtemps, l'assainissement, quand c'est bien fait. Et là, les gens peuvent se considérer sur une voirie neuve, et également avec, parce que dans ces quartiers-là, je pense, dans ces coins-là, il faut penser à la végétalisation, aux îlots de Chasseurs, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est des petites parcelles. Donc là-dessus, des plaques. Et après, mais des rues, mon Dieu, la rue Jean Jaurès, si je reste Coutanière, la rue Nagé-Serre-Colli, j'enfouis. Parce qu'en fait, il faudrait enfouir toutes les transversales. Pourquoi ? Parce que ça donne sur la forêt, et pouvoir mettre des arbres à racines droites pour pouvoir retrouver Saint-Leu-la-Forêt, y compris de faire venir des arbres. Alors après, il faut choisir où est-ce qu'on les plante. Il faut choisir des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. Enfin, il y a plein d'éléments qui partent. Mais ça se discute quartier par quartier et rue par rue. Donc moi, si je repasse, je vais faire quartier par quartier, puisque voilà, rue des Grandes Tanières, rue Nagé-Serre-Colli, les rues Ibert, etc. Là, donc ça, du côté des impôts, ça ne coûte pas très cher, il n'y a que le tapis à faire. Nagé-Serre-Colli, il faut faire l'enfouissement, il faut faire le tapis, c'est bien de pouvoir mettre des arbres. Si je passe du côté des Diablos, je vais parler de la rue Cognac-Jet, qui est morte, la rue Jean Jaurès, qui est morte, avec des circulations de bus qui sont ubuesques. On a la rue des Tilleuls, qui est morte, la rue de la Paix, qui est en train d'être refaite, là, si je passe, pas la rue de la Paix, la rue Voltaire, qui est morte. On a le bus qui passe, rue Gambetta, qui est morte, rue Gambetta, rue des Tilleuls. Là, Gambetta, vous suivez, Gambetta, Tilleuls. Tilleuls, c'est une catastrophe. Alors, Tilleuls, ça pourrait être une des plus belles rues de Saint-Leu, avec les Tilleuls. Malheureusement, certains ont été coupés. On pourrait faire la rue des Sapins, ça serait la rue des Tilleuls à Saint-Leu, parce que nous, c'est la Gaule chevelue, comme à Beauchamp. Donc, la rue des Tilleuls, vous avez le bus qui tourne à la rue Michelet, et après qui tourne à la rue Berthaud. La rue Berthaud, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a piste cyclable, rue Berthaud, un bus avec les pistes cyclables. C'est vachement fort d'avoir fait ça. Et après, on revient, rue parking du Gros Merisier, on retourne à droite. Et après, on arrive donc à la rue Jean Jaurès. C'est quand même bête, parce qu'avant, il allait le 34, il faisait rue Gambetta, rue des Tilleuls, rue Jean Jaurès, et puis il allait jusqu'aux Terre Blanche. Terre Blanche, il y a quand même des centaines de logements. C'est quand même plus rationnel que de faire passer un bus où il y a des centaines de logements qu'un bus qui s'arrête rue des Tilleuls où il y a quelques maisons. C'est bizarre, hein. Donc là, j'en étais sur le quartier de l'autre côté. Ici, rue de Boissy, c'est mort. La rue de Paris, elle est morte. J'ai un dossier comme ça, sur lequel je travaillais en 2017, 3,5 millions, avec, peut-être que tu l'as, rue de Paris, voilà. Parce que la rue de Paris, il faut savoir que c'est une des raisons pour lesquelles je suis reparti au département. La rue de Paris, donc Croix du Jubilé, c'est en 2017 que ça arrive. Donc de Saint-Prix à la Croix du Jubilé. Vous avez vu, on a quand même enfoui les réseaux, élargi les trottoirs, faire quelque chose de propre avec du granit, etc. Et là, c'était des visions donc post-Croix du Jubilé jusqu'à la rue Gambetta. Là, les montants étaient quand même significatifs, mais c'est l'entrée de la ville. Donc la rue de Paris, elle est morte. Donc la rue Victor Hugo, évidemment, elle est morte. La rue de l'Ermitage, elle n'est pas terrible. Et si je viens en centre-ville, la rue Leclerc, elle n'est pas terrible. On a des rues, la rue du Château, une rue emblématique qu'on devait refaire avec quelque chose, un traitement particulier. Donc là la réponse, je ne peux pas vous donner des coups, parce que là, moi, la rue du Château, on devait faire voir couler l'eau en gravitaire. On a cette chance, on n'a pas un fleuve, mais on a l'eau. La ville s'appelait Clairefontaine, on a une entreprise qui employait 120 personnes il y a 100 ans. L'eau a été primée à la dernière exposition universelle. C'est un trésor. Et là, comme dans certaines communes, comme Briançon, comme Saint-Guilhem-le-Désert, voir l'eau couler. Donc une chaussée adaptée pour mettre du beau. Donc la rue du Château à refaire. Vous avez, enfin, je m'arrête là. Donc là, par contre, on a un gros billet. Donc il faut pouvoir faire, ce que je dis, des plaques. C'est aller voir des entreprises, leur dire, idéalement, il faut pouvoir mettre, moi j'aimerais. Parce que la première année, la deuxième année, j'aimerais. Alors évidemment, tout dépend de l'audit, parce que les factures sont à venir pour certains sujets. J'aimerais pouvoir dégager 4 millions d'euros, sur la chaussée dans les 2 premières années. C'est significatif. Et surtout dire aux entreprises, écoutez, nous, les travaux, on veut les faire quand ça embête moins les gens, hein, que les délais soient respectés. Donc quand ça embête moins les gens, c'est pas compliqué. C'est juin, juillet, août. On a fait des travaux dans le centre-ville, les anciens savent.
On a refait la rue de Gaulle en enfouissement, en assainissement, en gaz, orange, etc. En 9 mois, rue principale. On a fait des rues, donc ça c'est la rue majeure. On a fait d'autres rues, donc ça, il faut surveiller les travaux, il faut mettre des pénalités, il faut savoir gérer les choses. Donc là-dessus, je vous dis 4 millions d'euros, ça permet quand même de faire les choses, mais tout dépend évidemment de ce qu'on trouve quand on arrive. Là aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres. Et après, il y a aussi un sujet qui est important dont je parle, c'est les diablos. Les diablos, donc stop et construction, c'est de voir si on ne peut pas faire... Alors j'ai des investisseurs qui seraient prêts à venir, pourquoi ? Parce qu'on a du commerce, nous on a cette chance, 2 départementales, une sortie d'autoroute. Donc les diablos, faire une SEM, faire de l'activité, pas de logement, pour que la rénovation du quartier s'autofinance. Donc c'est pour ça que les 4 millions d'euros sur la voirie, c'est significatif, et de dire aux entreprises de mettre en concurrence ceux qui interviennent sur la ville. Donc il faut absolument mettre un rattrapage, et il faut taper fort, sinon on n'a pas fini, on ne s'en sort pas. Et je retourne en fait 15 ans en arrière, on avait fait un PPP sur l'assainissement, sur l'enfouissement, sur des dallos. Des dallos, c'est un ouvrage pour éviter d'avoir des inondations au niveau de la rue de Chauvry. C'était pour éviter que les camions tournent sur le chemin des Clays. C'était créer le réseau qui n'existait pas sur le chemin des Clays. Donc on avait effectivement, là c'était un moyen de taper fort tout de suite. Et en fait, il faudra trouver ce moyen que ça se voit et qu'il y a un rattrapage à faire. Parce que là les chaussées, c'est absolument terrible, hein. Il y a un défaut d'entretien. Je vous ai dit, j'aimerais dégager 4 millions d'euros sur 2 ans. Voilà. Oui, les trottoirs en grès ou en granit ? Alors oui, évidemment, c'est pas en granit, c'est en grès. Oui, c'est en grès. Les trottoirs en granit, c'est les trottoirs en granit qui sont sur la rue de Paris. C'est en granit. Là, c'est les trottoirs en grès. Voilà. Oui, absolument. Ça, c'est des rue de Saint-Prix aussi, c'est trottoirs en grès. Et en plus, pardon ? Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas louper les tournants. Il y avait une question d'un monsieur par ici, je crois, tout à l'heure. Bonsoir. Je voudrais évoquer le problème des stationnements de véhicules, puisqu'on parle. Oui, le problème des stationnements de véhicules. J'habite chemin du Préacville, et dans ce chemin, je constate que plus de la moitié des voitures qui stationnent là, les habitants n'y sont pas. Donc c'est une véritable invasion de la part des gens qui sont par exemple dans la rue du Parc ou ailleurs. Problème au Préacville, mais problème général sur la ville, monsieur. Non, parce que j'en ai discuté avec l'adjoint au maire responsable de la circulation de Franconville, qui est confronté strictement au même problème. Et ces gens-là imaginent la création de vignettes progressives. Donc à savoir que quand vous avez une famille qui a 2 ou 3 enfants, qui ont tous un véhicule, eh bien, ce qui a été imaginé aujourd'hui, ce n'est pas encore mis en œuvre. Le premier véhicule reçoit une vignette qui ne paye rien. Le deuxième véhicule paye une vignette, je ne dirais pas symbolique, mais qui représente une certaine somme annuelle. Et au troisième véhicule, la somme devient beaucoup plus importante. Est-ce que vous avez des idées dans le domaine ? C'est intéressant, ça, des retours d'expérience, parce qu'en fait, il faut copier ce qui fonctionne. Et là-dessus, il y a plein de possibilités. Ce qui se passe à Saint-Leu, qui est assez incroyable, c'est que là, on a cette chance d'avoir un parking public souterrain qui, normalement, doit sortir de terre, en centre-ville. Je ne parle pas spécialement, je parle du maire général. Hein. Donc là-dessus, on devrait tous savoir comment vont être gérés les parkings dans ce parking souterrain, mais également autour. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et la question, elle se pose au Préacville ailleurs, la question du stationnement résidentiel, de la zone bleue, moi je suis tout à fait ouvert à ça. Par contre, je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder avec les habitants, avec les groupes de quartier. Parce que là, vous habitez au chemin Préacville, c'est des riverains qui habitent certainement rue de Montmorency, qui se garent un peu n'importe comment. Sur votre quartier, il faut savoir que j'avais créé le parking du rond-point quand j'avais interdit le stationnement sur la rue de Montmorency, quand la rue de Montmorency a été refaite il y a un certain nombre d'années. Et il faut savoir que, où il y avait d'Avril, donc je ne sais plus comment ça s'appelle là, vous voyez, il y a une partie de terrain qui est occupée par d'Avril qui appartient à la ville. Donc le parking, il peut être agrandi là.
Il peut être agrandi. Là, ils ont mis une zone bleue récemment. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'ils ont mis une zone bleue tout récemment sur le parking de la Croix du Jubilé. C'est peut-être pour ça. Mais donc là, le parking peut être agrandi. Des zones parking, j'en avais mis dans le cadre du PLU, en face du Rosaire, à l'angle de la rue de la Forge et de la rue de Gaulle. Vous voyez, il y a 2 maisons. Il y a une maison qui est en Meulière, il y a une maison qui est des années 80. Et bien, sur cette maison des années 80, eh bien, parking, c'était réserve parking, ça fait 13 ans. Il faut savoir que nos impôts, je parle des impôts les contribuables que nous sommes, ça coûte 18 000 € par an à entretenir. Donc là-dessus, il y a, je pense, 25 places à faire. Donc partout où on peut faire du parking, il faut en faire. Il faut une réflexion globale sur la zone bleue, sur une zone verte, sur ce type de choses, pourquoi pas. Mais ça, moi, je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Il faut discuter avec les habitants et rapidement choisir. Parce que, je vous dis, on fait des comptages. Déjà, le flux de véhicules, pour savoir de quoi on parle. Après, sur le stationnement, il y avait des choses qui devaient être faites qui n'ont pas été faites. Au-dessus, le parking Foch, vous regardez sur le PLU de la ville, on devait refaire le parking Foch parce qu'on doit pouvoir encore gagner une dizaine de places. Et parce qu'en plus, le parking, il fuit dans le marché, etc. Donc là, plutôt que de faire la place de Mamé, c'était ça qu'on devait faire. C'est écrit dans le PLU de 2017. À la rue de Boissy, où il y a le passage à niveau, il y avait un espace où c'est pareil, j'avais fait marquer ça comme parking. Parce que je pense qu'il faut qu'on puisse se garer, il faut qu'on puisse... La fluidité au quotidien, c'est quelque chose d'important. Et il faut lutter aussi contre les voitures qui stationnent de manière illégale, plus de 7 jours. Et là, il y en a beaucoup, en fait. Et là, c'est pour ça que renforcer la police municipale, il y aura une personne qui sera aux enlèvements. Et puis, mais la réflexion globale, c'est une réflexion. Moi, je ne suis pas arrêté sur un sujet comme ça, parce qu'il y a plein de possibilités. En tout cas, c'est important. Moi, je veux pas qu'on ait des parcs-mètres. Parce que si on veut attirer des personnes pour consommer auprès des commerçants, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture. Donc il faut que ça puisse être fluide et je ne veux pas que ça soit payant. Donc il faut faire respecter les zones bleues. Pour les habitants, il faut des zones peut-être résidentielles, une carte verte. Et avec ce procédé-là, moi c'est intéressant. Mais ça, discuter avec les groupes de quartier, typiquement, c'est parce que là où vous êtes, c'est pas forcément une solution qui peut être qui est adaptée ailleurs. Voilà. Au Diablo, ça n'a pas d'intérêt. Il y a des places. Voilà. Mais intéressant ça. Bonsoir. Vous avez évoqué assez rapidement les Diablos. Je crois que c'est un vrai sujet au niveau de la commune de Saint-Leu. C'est un endroit qui est déserté, qui n'est pas sympathique. Des gens s'y sentent pas vraiment bien. Qu'est-ce que vous avez prévu de manière un petit peu plus exhaustive au niveau des Diablos ? Alors tout de suite, de rétablir la sécurité et la tranquillité publique tout de suite. Et ça veut dire, les élus y vont. On installe tout de suite des services de la ville. Dans la ville, à mon époque, on avait déjà racheté 4 commerces. Donc on a des commerces qui sont, des lieux qui sont vides. Donc tout de suite mettre une présence dans la journée, tout de suite lancer ce qu'on appelle une société d'économie mixte pour faire venir des investisseurs. Moi j'ai déjà été en contact avec personnes qui peuvent être intéressées et des personnes qui ont un peu de surface financière qui sont intéressées pour une raison très simple, c'est que ce que je disais, c'est qu'on a du parking là-bas. Là-bas il y a du parking, qu'il y a du parking souterrain qui n'est pas utilisé et qu'on est à la sortie d'autoroute et qu'on est à la sortie entre 2 départementales. La départementale Brémont, il y a 10-12 000 véhicules jour et le boulevard Rostand, c'est 15-18 000 véhicules. Donc il y a la possibilité de venir faire ses courses rapidement, de repartir. On a quelques courageux commerçants qui restent là, heureusement, pharmaciens, boulangers, coiffeurs, et heureusement qu'ils sont là. Mais tout de suite, donc rétablir la sécurité, remettre de l'activité dans la journée, rouvrir un restaurant tout de suite. Tout de suite. Et donc moi je suis en contact avec le propriétaire qui m'a expliqué pourquoi c'est fermé et très rapidement remettre de la vie. Et moi j'avais réuni des jeunes parce que le soir il n'y a rien pour sortir, pas un bar sympa, un pub sympa. Donc là-bas, dans la journée, ça peut faire des personnes qui ne travaillent pas, prendre le café, mais il faut que ça soit sécurisé, donc des caméras tout de suite, une présence de personnes tout de suite. Il y a des commerces éphémères qu'on peut rapidement mettre là-bas. Il y a des gens qui recherchent. Nous, la ville là-bas qui est propriétaire, c'est vide. Même si on met un loyer symbolique, autant qu'il y ait quelqu'un qui essaye de vivre. Et c'est pareil, c'est pas un commerce qu'il faut ouvrir. C'est tout de suite, il faut en mettre 5 ou 6 et puis mettre le paquet. Et ça veut dire que là, il faut intervenir rapidement en sécurité, rapidement un projet avec des investisseurs. Le restaurant, des gens, le matin, l'après-midi, ça peut fonctionner. Le midi, ceux qui travaillent là-bas, il n'y a même pas un lieu pour manger à Saint-Leu. Je disais, il y a 3 restaurants au Plessis-Bouchard, dans la même zone. Enfin, un truc qui ressemble à peu près pareil et qui est moins bien. Et le soir,
Donc franchement, ça vivait bien. Et il y a qu'une vraie attente. Donc là-dessus, sécurité, commerce tout de suite, la ville présente avec donc une ouverture d'un service dans la journée. Et puis il faut mettre de la vie tout de suite. Oui, bonsoir. J'ai une question simple. J'aimerais savoir si, au cas où vous seriez élu, vous êtes en mesure de vous engager à ne pas lâcher la ville pour briguer un poste au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Très bonne question. Là, je l'ai fait une fois, ça. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas. Parce que ce qui s'est passé, moi, ça me permet d'expliquer comment ça s'est passé. Donc en 2017, moi je ne me reste pas spécialement parlementaire, il se trouve que je suis engagé depuis des décennies auprès d'un mouvement qui se dit gaulliste. Et ce mouvement a choisi quelqu'un pour mener la liste au Sénat, qui vient de prendre une carte, qui est pour moi quelqu'un de pas très bien. Et je me présente, je suis élu. Personne ne me voyait élu en 2017, je suis élu, commission des finances. Voilà. Et là, je fais... Donc, moi j'avais 2 personnes dans mon équipe que j'aimerais me voir succéder, sauf que c'est des personnes qui travaillent dans le privé. Il m'a dit, Sébastien, c'est pas ça qui va nourrir, fonction de maire, qui va nourrir la famille. Donc non. Et on est 26 et 19 personnes qui choisissent, et dont moi, je pensais que c'était une bonne idée, pour l'IDIL actuel. C'était une erreur. Donc je peux m'engager, c'est pas laisser la main, ça c'est sûr. Voilà, vous avez votre réponse. Parce que là, vous savez, ça me fait mal de voir que j'ai travaillé sur la rue de Paris, que j'ai des dossiers sur la rue de Paris, sur les tennis, sur plein de sujets. Parce qu'il y avait un plan sur les routes, enfin sur tous les sujets en fait. Parce qu'une ville, je vous dis, du début jusqu'à la fin. Là, rue des Grandes Tanières, quand quand ils ont vendu pour faire du logement social, c'est le seul endroit où on peut faire une école. Alors qu'on imaginait Cadet Roussel, petite école, 6 classes, 2 cours. C'est là-bas pour éviter qu'il y ait des flux dans la voiture aux mêmes heures, par exemple. Ça fait mal. Voilà. J'ai mal à mon sein quand c'est comme ça. Quand je vois que les associations de commerçants terminées, quand je vois le jeu de mal terminé, quand je vois des associations qui ont mis la clé sous la porte, évidemment quand elles n'avaient pas de salle c'était un peu compliqué, quand je vois qu'on faisait à Saint-Leu-la-Forêt, quand j'étais maire, 14 matchs d'équipe nationale africaine, le stade était plein, on a une histoire foot, on a une histoire judo, on a une histoire jiu-jitsu, et que là, je ne sais pas si vous y allez, mais c'est honteux, on peut même plus recevoir quelqu'un. Et que c'est pareil, dans les projets, à la tribune, je pense qu'il faut la mettre à bas, parce que c'est plus possible. Oui, donc ce que je m'engage, c'est de garder la main sur la ville. Si, évidemment, les Saint-Loupiens me font confiance. Première chose. Parce que, pas préjuger de l'avenir, hein. Votez, vous trompez pas. Voilà. Merci. Oui, bonsoir, Monsieur Meurant. Merci pour tous ces sujets. On a effectivement abordé un grand nombre de sujets qui tous embarquent des dimensions financières. Ça me paraît tellement important et volumineux qu'il me vient cette question, en avons-nous, Saint-Loupiens, les moyens? Merci de la question, parce que ça me fait penser que j'ai oublié des choses importantes. Alors, je ne sais pas s'il y a des diapos là-dessus, je crois. Lorsque j'étais encore en fonction de maire, on faisait avec moins de 9 millions d'euros de produits de vos impôts. Regardez vos factures. Depuis 5 ans, depuis 10 ans. Regardez comment ça a augmenté. Et là, aujourd'hui, dans le budget prévisionnel 2026, je crois qu'il y a plus de 13,6 millions de ressources financières qui sont directement liées à vos impôts. Donc on passe de moins de 9 à 13,6 millions. Donc là, il y a une masse financière importante qui rentre dans les caisses. Ce n'est pas un problème de manque d'argent, c'est un problème d'utilisation et de projets qui sont annulés, relancés. Vous avez des potelets partout qui manquent. Enfin, tout ça, ça coûte un argent dingue, un pognon dingue, comme dirait l'autre. Donc là-dessus, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de la ville. Donc je vous dis, 13,6 millions au BP, c'est beau, c'est 4,6 millions de plus tous les ans qu'à l'époque où j'étais maire. Je vous ai dit qu'il y avait 30 personnes en plus dans le personnel. On a embauché une DGA, on a embauché une directrice de la com, on a embauché toute une personne. Et on a transféré en même temps des compétences à l'agglomération depuis que je ne suis plus maire. On a transféré la piscine, on a transféré l'assainissement, on a transféré tout un tas de choses. Donc là-dessus, il y a certainement des choses à faire. Alors il faudra renforcer à certains domaines, police, mais je vous ai parlé de DGA, déjà ça coûte cher. Une directrice de la com, est-ce qu'on en a vraiment besoin, etc., etc. Donc c'est une réorientation des masses financières. Et aussi, donc, sur les finances, il va falloir compter que sur nous. Parce que vous avez vu que l'État est impécunieux comme jamais. On passait à plus de 3 600 milliards de dettes. Donc les subventions d'État, il ne faut pas
pas y compter. La région va suivre le même chemin. Le département, je suis bien placé pour le savoir, qui est en mauvais état. Donc il va falloir compter sur nos ressources. Donc il va falloir gérer au mieux. Il va y avoir des gestionnaires. Et moi, j'ai été un gestionnaire de tempête 2008-2010, on ne prêtait pas à la ville. Aujourd'hui, la ville de Saint-Leu, alors certes, elle a vendu beaucoup de patrimoine, on n'a plus grand-chose à vendre, à part peut-être un Next-City pour équilibrer les budgets, parce que là, les factures sont à venir, les travaux sont en cours, les factures sont à venir. Donc là-dessus, il faudra gérer de manière, chaque euro a son importance, de mettre de la rationalité, de faire les choses bien, d'expliquer à la population qu'on ne peut pas faire toutes les routes en même temps. Ça, c'est clair. Mais par contre, d'expliquer qu'on pense à tout le monde et qu'on n'oublie personne. Parce qu'il n'y a rien de plus que le sentiment d'injustice. Et c'est pour ça que lorsqu'on avait créé les groupes de quartier, ça permet d'expliquer, de dire les choses. Et d'être rappelé à l'ordre. 2 fois par an, vous, le maire, vous le voyez, et vous dites, vous m'avez dit ça, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'une fois, c'est compliqué de raconter des histoires. Et c'est pas l'objet. Moi, j'ai toujours préféré dire la vérité. Les faits sont les faits, les opinions c'est autre chose. Mais voilà. Donc là-dessus, il y a aussi un sujet que j'ai pas abordé qui est très important. Il faut le savoir quand même. En 2017, ce qu'on appelle les garanties d'emprunt. En 2017, on avait 22 millions de garanties d'emprunt. Donc c'est-à-dire que vous avez une caution sur un appartement. Vous portez caution, allez, on va dire. De membres de votre famille, ils ne payent pas le loyer, vous avez pas en caution. On avait 22 millions. Le budget de la ville de Saint-Leu, c'est un peu plus de 20 millions d'euros en fonctionnement de ça. Eh bien, on est passé à plus de 70 millions. 22 millions en 2017, 70 millions, 73 je crois, en 2025. 73 millions de garanties d'emprunt. Alors on va me dire, les bailleurs sociaux, ça se porte bien. Non. Val d'Oise Habitat, ça fait 2 ans qu'ils sont en déficit. Voilà. Donc on a un problème. Là, ça veut dire qu'on va arrêter de garantir les emprunts pour faire du logement social. Vous imaginez bien, 22 millions, 73 millions d'euros. Il y a effectivement une gestion financière à reprendre, dans tous les sens. Donc, à voir ce qu'on trouve lors de l'audit financier tout de suite, lors de l'arrêté des comptes. Première chose, de fait, si jamais vous me portez à cette fonction, cette noble fonction, c'est tout de suite d'aller voir le personnel de la ville pour leur dire « je compte sur vous ». Je compte sur vous. On a du pain sur la planche, mais je compte sur vous, parce qu'on ne fait rien sur les hommes, enfin sur les femmes et les hommes qui font partie du personnel de la ville. Je compte sur vous, le service public, il faut le faire revivre. C'est une noble mission d'être au service du public. Je compte sur vous. Deuxième chose, les factures. Troisième chose, les projets immobiliers qui traînent dans les tiroirs, et je vois des riverains qui savent de quoi ils parlent, parce que là aussi, il y a des promesses qui ont été signées, des promesses qu'on appelle des promesses longues, pour juste après les élections. C'est pour ne pas vous affoler, messieurs, dames, mais il y a des projets qui sont en cours à plusieurs endroits dans la ville. Donc ça, c'est aller voir tout de suite le service urbanisme. Et puis là, ce que je vous dis, moratoire. Moi, j'aurai quelques rendez-vous à faire avec un certain nombre d'intervenants, promoteurs ou autres aménageurs. Finance, en tout cas, vous payez beaucoup d'impôts, messieurs, dames. Il y a des marges de manœuvre et on saura les trouver. Mais évidemment, tout ça, ça se fera de manière transparente. Parce que si jamais il vous reste, par exemple, Clairefontaine, que c'est brut de béton et qu'on va dire il faut l'équiper, parce que ça, il faudra équiper quand même. S'il y a 800 000 euros sur la salle des fêtes, s'il faut payer des queues de facture, voilà. Mais en tout cas, tout ça, vous aurez les chiffres, et c'est la meilleure façon de fonctionner, c'est la seule façon de fonctionner. Donc ça, là-dessus, il y aura une transparence évidente, et les élus seront informés, et les habitants seront informés à travers les groupes de quartier, et tous ceux qui poseront des questions. Rebonsoir. Une petite parenthèse. Les cautionnements que vous évoquiez là sur les 73 millions, ce qu'il faut quand même expliquer, c'est que c'est la contrepartie qui nous permet de pouvoir faire les commissions d'attribution des logements sociaux. Ça, les gens doivent comprendre que si on ne fait pas ce cautionnement, on ne peut pas dire qui on met dans les logements sociaux de la ville. Alors vous direz. Alors mes questions juste très rapidement. Le PLU, allez-vous le changer très très rapide en 2027-2028? Et pour la voirie, est-ce que vous ferez usage du PPP comme vous l'avez déjà fait par le passé? Alors, merci beaucoup. Question PLU, j'ai répondu bien sûr que non, puisque le PLU, si quiconque veut l'ouvrir, va se faire sauter sur le bras par le préfet pour densifier. Je vais vous montrer les courriers que j'ai. Le PLU, il est passé, alors qu'il a été considéré par l'État comme pas assez densificateur. Il faut savoir que l'État a aussi, les services de l'État ont un maximum de temps pour répondre. Ils ont répondu après. Donc quand ils m'ont dit vous construisez pas assez, j'ai dit mon brave monsieur, c'est terminé. Voilà. Première réponse, là c'est clair. PLU, surtout pas ouvrir, c'est ceux qui présentent ça, en fait, veulent densifier la ville et faire du logement social. Deuxième question, PPP, non.
PPP, bien sûr que non. En 2009, 2011, 2012, on a fait un PPP. Pourquoi? Je vous ai dit qu'on ne prêtait pas à la ville. Vinci, à l'époque, empruntait moins cher qu'une commune. Voilà. Par contre, l'avantage du PPP, il est inouï parce que c'est conception, réalisation, étude, maintenance. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une obligation de résultat. Donc, vous imaginez bien quand vous appelez Vinci, vous savez faire les routes. Quand vous savez que vous êtes payé une fois que déjà vous avez terminé le projet, c'est une incitation à aller vite. Je vous ai dit 9 mois de travaux sur la rue de Gaulle, c'est pas une petite rue, hein, ça changeait l'image de la ville. Et surtout, c'est que vous entretenez pendant 20 ans. Donc, vous avez intérêt à bien travailler, sinon ça vous coûte une fortune. Donc là, il faut savoir que quand j'ai fait le PPP, le patron d'Eurovia est venu à Saint-Leu-la-Forêt parce qu'il espérait pouvoir dupliquer ça. C'était une crise financière. La ville a retrouvé des capacités financières qu'on n'avait pas à l'époque. Donc là, aujourd'hui, on peut emprunter, je ne sais pas combien emprunte Vinci sur les marchés, mais en tout cas, non, donc pas de PPP. Par contre, conception, réalisation, études, maintenance, sans le financement, évidemment, c'est une possibilité. Concernant ce que vous avez dit sur les garanties d'emprunt. Les garanties d'emprunt, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un bailleur social, vous allez effectivement voir une ville et ça lui permet, quand la ville est caution, d'emprunter moins cher auprès de la CDC ou d'autres partenaires financiers. Effectivement, ça permet aussi, c'est le minimum syndical, je dirais, d'avoir 20% d'attribution de logement pour la commune. Sauf que, lorsque vous êtes carencé, c'est 20% saute. Et sauf que, lorsque vous avez un bailleur social, rien n'empêche une convention sous seing privé en disant « Monsieur, c'est pas 20% que je veux, c'est 50%. C'est soit ça, soit là. » Et bien sûr que si, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, moi, dessus, je vous ai répondu de toute façon, comme il y aura un moratoire là-dessus sur les logements sociaux. Et il se trouve que sur les bailleurs sociaux, il y aura un gros travail à faire parce que ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a des logements qui ont été créés où l'entretien est déplorable. Je pense à Centre-Dupré, j'ai vu des photos de personnes qui vivent dans des conditions où c'est pourtant des bâtiments qui ne sont pas vieux, où il y a de l'humidité. Quand je pense à d'autres logements sociaux où on laisse des portes cassées, où on laisse carrément des commerces qui s'installent en pied d'immeuble, je vous assure que tout ça, ça va changer. Il se trouve que le 3F, moi j'avais Jean-Yves Lafaucrière, c'est le grand patron historique. Je vais été voir plusieurs fois. C'est comme ça que ça se fait, les investissements. C'est comme ça qu'ils avaient investi en rénovation lourdement sur les 3F. Emmaüs, quand ils ont rénové derrière l'église, etc., ça ne s'est pas fait comme ça. C'est parce que je suis allé avec notamment maire adjointe à l'époque pour obtenir la remise à niveau des logements qui avaient 40 et quelques années. Je pense derrière l'église Emmaüs, je pense sur la rue de Saint-Prix, sur la rue Pasteur et d'autres. Donc là-dessus, c'est un travail de tous les instants, de tous les sujets. Voilà. Et il faut effectivement taper aux bonnes portes. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le logement social, c'est une évidence. C'est déjà moratoire et c'est se battre pour les Saint-Loupiens d'abord, parce que 60% de la population peut prétendre à un logement social sur la ville. Et la forêt de Montmorency? Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire, surtout les interlocuteurs à aller voir. Moi, je vous ai dit que je courais en forêt, mais je vais peut-être laisser la parole à Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. Laurent Lucas, élu depuis 2010 sur la ville de Saint-Leu-la-Forêt, en lien avec l'ensemble de l'activité environnementale, développement durable. La forêt de Montmorency, on a eu effectivement quelque chose de très intéressant, c'est qu'on l'a mise en forêt de protection. La forêt de protection n'empêche pas les coupes en forêt. La forêt de protection bloque en fait tout ce qui est aspect foncier. C'est-à-dire que si des propriétaires ou des promoteurs souhaitent investir sur la forêt, c'est bloqué. Ensuite, il y a un gros sujet, puisque quand j'étais élu, nous avions fait des ciné-débats avec l'ONF, avec l'INRAE. L'INRAE, c'est les ingénieurs justement qui travaillent sur la maladie de l'encre. Et on avait, entre 2012 et 2015-2016, nous avions fait une chaîne humaine entre le parking des Quatre Cèdres et quasiment l'étang Godard pour modifier en fait la gestion des coupes et justement la gestion du plan de coupe qui avait été coupé. Depuis, l'ONF avait changé, on devait avoir de la futée irrégulière. Donc la futée irrégulière, pour votre info, on garde des anciens arbres, on garde des jeunes arbres et on défriche entre les deux pour que justement les jeunes et les vieux puissent s'émanciper comme ils se doivent. Sauf que effectivement, depuis, en fait, les communes, alors qu'on avait en fait un comité de la forêt de Montmorency au Bois-Corbon qui tournait plutôt bien quand Jean-Pierre Engelbert en était président. La présidence a changé, en fait, ça a été, voilà, peu importe qui a repris le plan de gestion de la forêt de Montmorency. Depuis, il y a un gros travail à réaliser, un gros travail en collaboration entre l'ensemble des villes du massif de la forêt de Montmorency et effectivement nous qui devons être
au derrière de l'ONF, au derrière de l'ensemble de ces associations, et en collaboration avec les associations environnementales, puisque si on veut agir, c'est les élus, c'est les associations environnementales qui doivent être sur le terrain pour justement s'assurer qu'on n'ait pas les coupes. Parce que oui, il y a la maladie de l'encre, je l'ai constaté à de nombreuses reprises, mais il ne faut pas que la maladie de l'encre en fait, soit quelque chose qui cache en fait, les coupes à blanc qui sont réalisées actuellement sur l'ensemble du massif forestier de Montmorency, qu'on soit à Saint-Leu, à Daumont ou à Bouffémont, peu importe où. Mais effectivement, il faut être au plus près en fait, des agents de l'ONF pour travailler avec eux, pas contre eux. Mais il faut vraiment travailler avec eux et reprendre en fait la confiance qu'on avait il y a quelques années et non pas d'avoir des opérations de communication comme on a beaucoup aujourd'hui et qui ne mènent à pas grand-chose. Lorsque je vois des constructions d'immeubles un petit peu partout dans Saint-Leu, je me demande où va aller le réseau des eaux usées et des eaux pluviales. Parce qu'il a été dimensionné pour des maisons et là on met des immeubles avec 50, 60 appartements. Mais le réseau va tenir ? Alors, je ne peux pas vous répondre comme ça, évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à part des zones de gypse ou des zones bien particulières, normalement, l'eau de pluie, le principe, va à la nature pour éviter d'engorger justement les réseaux en aval. Donc, le principe, c'est l'eau de pluie va à la nature. Donc là, c'est justement des aberrations qui ont été faites quand on a refait la rue Émile-Léon, parce qu'on ne fait pas tout en séparatif, sauf on fait en séparatif lorsque c'est nécessaire. Donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que la question de l'assainissement, c'est une question très importante. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher. Il se trouve que quand on a été élu en 2008, vous imaginez qu'il n'y avait pas de réseau sur le chemin des Clays. Il n'y avait pas de réseau. Les gens avaient des fosses. Rappelez-vous, les anciens, il y avait des camions qui passaient pour vider les fosses septiques. C'est pas si vieux que ça. Rappelez-vous. C'est pas si vieux que ça. Et vous aviez des inondations. La dernière inondation lors des orages, c'était en 2006. Parce que vous aviez l'eau qui coulait de la forêt. Et si vous regardez les maisons en meulière, certaines maisons dans les rues perpendiculaires, il y a des rails pour pouvoir mettre des plaques de fer. Les anciens avaient... Voilà. Donc ça, on a traité, notamment avec un ouvrage, un gros ouvrage d'Allo, c'est un bac tampon, en bas entre la rue de Chauvry et le chemin des Clays. Il y a eu un énorme ouvrage qui a été posé, bac tampon. Il n'y a plus d'inondation depuis ce temps-là. Et sur l'assainissement, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc ça a été transféré à l'agglomération. Et il y a le SIAR qui peut gérer l'assainissement. Et là, moi, franchement, le SIAR, c'est 26 communes. C'est le syndicat de rue d'Anguin, etc. C'est un syndicat technique. Donc c'est pas un syndicat, c'est pas politique, c'est technique. En fait, il gère en fonction du bassin versant. Donc c'est intelligent. Nous avons financé, par exemple, la petite station d'épuration du côté de Chauvry, bêtement. Là, il y avait 700 habitants, ils ne pouvaient pas se payer les 3,5 millions, je crois, de mémoire. Je parle de mémoire, je crois que c'est ça, d'assainissement. C'est le SIAR, c'est nous, nos factures d'eau. On a payé, s'il vous plaît, on a payé l'assainissement parce que, évidemment, quand il y a de l'eau à Chauvry qui est polluée, ça vient chez nous. Donc, j'envisage de sortir l'assainissement de Vallée-Parisis pour le confier au SIAR, comme Saint-Prix, comme Bessancourt. Ça, c'est quelque chose qui est très technique, mais qui peut avoir son intérêt. Voilà. C'est quelque chose d'important. C'est ce qui coûte le plus cher. Et surtout, c'est que vous imaginez que là, notamment, il y a les travaux rue de la Paix. Vous imaginez que ça ne vous coûte rien, parce qu'il y a l'agence de l'eau qui finance 5 000 €. Sauf que ça coûte très cher. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas qu'ils vont souffrir, qu'il va y avoir une douloureuse à payer. Parce que quand il faut créer, justement, mettre en raccord, il y a jusqu'à 5 000 €, ça va vite. Et il y a eu un projet Paris Parc, donc c'est ce que je parlais tout à l'heure, près de 8 années, il y a des personnes à qui on a demandé jusqu'à 25 000 €. Voilà, c'est scandaleux, une honte. On n'a pas défendu les intérêts des Saint-Lopiens. Je vous propose d'aller trinquer, merci de votre présence, et puis n'hésitez pas à parler, je compte sur vous pour le 15 mars. Voilà, merci. Merci à tous. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.